Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre thème aujourd'hui, c'est la conduite à tenir devant une appendicite aiguë simple chez l'enfant. En fait, aujourd'hui, je vous raconte ce qui se passe exactement aux urgences, dès l'admission du malade jusqu'à la sortie du bloc opératoire. Et grâce à cette vidéo, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on doit chercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Quels sont les examens complémentaires qu'il faut demander? Comment poser le diagnostic positif? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se baser essentiellement sur la clinique ou bien on va associer la clinique, la biologie et la radiologie? Quelles sont les formes cliniques de l'appendicite aiguë? Quels sont les diagnostics différentiels de cette pathologie qui est l'appendicite? Et bien sûr, on va parler des complications. Alors en général, l'appendicite, s'il est pris à temps, c'est pas grave. Mais si on retarde le diagnostic et la prise en charge, ça va causer des problèmes, et principalement la péritonite. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour cela qu'il faut savoir que l'appendicite, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, dont le traitement est chirurgical, c'est l'appendicectomie. Alors pour l'appendicectomie, c'est une intervention chirurgicale qui vise à retirer l'appendice. Et voilà, donc c'est ça ce qu'il faut savoir en premier. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et le plan de la vidéo va être le suivant. Premièrement, on va faire un rappel du cours, c'est-à-dire les points essentiels qu'il faut savoir dans le cours de l'appendicite. Après, c'est-à-dire dans un deuxième temps, je vous donne un cas clinique et on va discuter la conduite à tenir. Et finalement, on va essayer d'écrire un dossier médical complet. C'est-à-dire, on va commencer par l'identité du patient, après le motif d'hospitalisation, et on va voir les antécédents du patient, l'histoire de la maladie, l'examen clinique, la conduite à tenir, et enfin la conclusion clinique. Et bien sûr, je vous donne quelques notions sur le compte rendu opératoire, c'est-à-dire ce qui se passe au bloc opératoire. Et voilà, c'est parti. Donc, bismillahirrahmanirrahim, on va commencer notre cours qui est l'appendicite aiguë chez l'enfant. Alors, comme vous voyez sur le tableau, on a appendicite qui est constitué par appendice et le suffixe it. Tout ce qui est it en médecine, c'est inflammation. Donc, l'appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. Alors maintenant, on a compris que l'appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. Mais qu'est-ce que ça veut dire appendice? Alors l'appendice, c'est un organe creux appendu à la paroi du cæcum qui prend naissance au carrefour entre l'intestin grêle et le côlon. Alors son nom complet, c'est l'appendice iléocécal ou vermiforme ou encore vermiculaire. C'est-à-dire si vous entendez appendice vermiculaire, vermiforme ou iléocécal, c'est la même chose. Il mesure environ 5 à 12 cm de long et environ 5 à 6 mm de diamètre. On dit parfois que l'appendice, c'est l'amygdale de l'intestin. Pourquoi on dit ça? Car cet organe-là, qui est l'appendice, c'est un organe lymphoïde. Il fabrique les lymphocytes. Et les lymphocytes, ce sont des globules blancs qui sont chargés à combattre les bactéries. Alors maintenant, on va parler de la situation de l'appendice. En général, l'appendice s'implante d'une façon constante sur la face interne ou bien postéro-interne du cæcum, 2 à 3 cm au-dessous de la jonction iléocécale, au point de convergence des 3 bandelettes musculaires coliques antérieures, postéro-interne et postéro-externe. Mais son siège est encore sujet à des variations. Et ces variations anatomiques sont liées à la situation du cæcum et aussi à sa position par rapport au cæcum. C'est-à-dire, il y a des variations anatomiques de l'appendice. On peut trouver l'appendice au niveau latérocécal, rétrocécal, sous-hépatique, pelvienne, c'est-à-dire on a les variations anatomiques. Et voilà cette image qui présente les variations anatomiques de l'appendice. Pour le schéma A, présente les variations positionnelles du cæcum. L'appendice peut avoir une position pelvienne, ou bien au niveau du point de McBurney, une position iliaque droite, une position sous-hépatique, ou bien une position iliaque gauche. Et pour le schéma B, montre les variations positionnelles de l'appendice par rapport au cæcum. Alors on peut avoir une appendice infracécale, ou bien ce qu'on appelle sous-cécale, rétrocécale, précécale, mésocéliaque, ou bien latérocécale interne. Et on peut expliquer ça par l'embryologie. Vous devez savoir que l'appendice apparaît vers la 11e, 2e semaine d'aménorrhée. Et son évolution est celle de l'once intestinale primitive. En général, va subir 3 rotations anti-horaires, chacune de 90 degrés. Ça, c'est dans l'état normal. Et dans 90%, on trouve l'appendice au niveau latérocécal. Mais
toute perturbation dans les mécanismes de rotation de l'onde intestinale primitive sera responsable d'une localisation qui est ectopique du carrefour héliocécal. Et voilà, comme j'ai déjà dit, dans 90%, on trouve l'appendice au niveau latérocécal, mais on peut trouver aussi d'autres situations, c'est-à-dire d'autres localisations, soit rétrocécale, mésocéliaque, sous-hépatique et pelvienne. Et voilà, donc c'est ça qui explique les variations cliniques de l'appendicite. Par exemple, si on a une appendicite au niveau sous-hépatique, va donner des signes cliniques qui sont différents par rapport à l'appendicite qui est au niveau de la fosse iliaque droite. Et voilà, donc c'est ça pour la situation de l'appendice. Et maintenant, on va dire quelques mots sur l'épidémiologie. Alors pour l'appendicite, c'est la plus fréquente des urgences abdominales chirurgicales chez l'enfant. Et l'appendicectomie représente environ 20% des interventions de chirurgie digestive. Pour la répartition selon l'âge, en général, on trouve l'appendicite à tout âge, mais elle est maximale, c'est-à-dire la fréquence est maximale chez le jeune enfant, elle est exceptionnelle avant 2 ans et rare avant 5 ans. La répartition selon le sexe, en général, l'appendicite se voit chez les deux sexes, mais il y a les études qui montrent qu'il y a une prédominance masculine. Alors maintenant, on va parler de la physiopathologie de l'appendicite. En général, la physiopathologie reste mal connue et semble être multifactorielle. Pour l'appendice, c'est un organe qui contient les germes aérobie et anaérobie. Et l'infection de l'appendice se fait essentiellement par voie endogène et très rarement par voie exogène. Alors on aura une obstruction de la lumière appendiculaire qui va être responsable des lésions au niveau de la muqueuse. On aura une augmentation de la pression intraluminale qui interfère avec les circulations veineuses, lymphatiques puis artérielles. Et on aura donc la pénétration bactérienne dans la muqueuse. Et ça va nous donner la nécrose de l'organe et ensuite la perforation. Et voilà, donc cette obstruction peut être causée soit par l'hyperplasie lymphoïde, qu'on observe notamment dans l'infection virale ou bien bactérienne, un stercolite qui est un résidu de la matière fécale qui est calcifiée, ou bien à cause d'un corps étranger, un bouchon muqueux, ou bien parfois un parasite, notamment l'ascaris. Et voilà, donc c'est ça la physiopathologie de l'appendicite. Et maintenant, on va répondre à la question « Comment poser le diagnostic positif d'une appendicite ?» Alors, pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour poser le diagnostic d'une appendicite, on a besoin de la clinique, la biologie et la radiologie. On va commencer par la clinique. Dans le cas typique, on aura une douleur abdominale aiguë au niveau de la fosse iliaque droite. Cette douleur peut commencer au niveau de la région épigastrique ou bien la région péri-ombilicale, puis va se migrer au niveau de la fosse iliaque droite, mais en général, ça commence au niveau de la fosse iliaque droite. On va chercher les troubles digestifs, notamment nausées, vomissements, diarrhée. Et on va mesurer la température corporelle, qui est en général entre 37,5 et 38,5. Et à la palpation abdominale, on va trouver une sensibilité et une défense au niveau de la fosse iliaque droite. Et il faut faire une bandelette urinaire à la recherche d'une infection urinaire qui constitue un diagnostic différentiel de l'appendicite. Alors, comme vous voyez, ces signes cliniques ne permettent pas de nous donner le diagnostic d'appendicite aiguë de certitude. Et voilà, donc on a la biologie qui va nous mettre en évidence un syndrome inflammatoire. En général, on demande une NFS, c'est-à-dire la numération formule sanguine, et la CRP, c'est la C-réactive protéine. Alors pour l'NFS, on va chercher une hyperleucocytose. L'hyperleucocytose, c'est-à-dire l'élévation des globules blancs. En général, la valeur normale, c'est entre 4000 et 10 000. Mais lorsque la valeur est supérieure à 10 000, on dit qu'on a une hyperleucocytose. Et en général, dans 75% des cas, c'est à prédominance PNN, les polynucléaires neutrophiles. Et pour le deuxième marqueur, c'est la CRP, la C-réactive protéine. C'est une protéine qui est synthétisée par le foie et c'est un marqueur non spécifique de l'inflammation. Normalement, il est inférieur à 5. Et lorsqu'il est élevé, parfois on trouve 100, 200, et lorsqu'il est associé à une hyperleucocytose, ça c'est en faveur d'une appendicite. Et voilà, donc maintenant on a la radiologie.
En général, l'ASP n'a pas de grande indication, c'est-à-dire on ne le demande pas en général. Le premier examen radiologique à demander aux urgences, c'est l'échographie abdominopelvienne, qui est une aide diagnostique qui est très très importante pour poser le diagnostic positif et aussi pour faire le diagnostic différentiel, surtout chez la jeune fille qu'il faut éliminer la torsion de l'ovaire. Et voilà, donc la TDM bien sûr elle joue aussi un rôle très très important. Alors maintenant on va voir les critères diagnostiques dans l'échographie d'une appendicite qui est simple non perforée. Et voilà pour les critères échographiques d'appendicite aiguë non perforée. On a la non-compressibilité d'un appendice qui prend une forme qui est ronde. On a un diamètre qui est supérieur à 6 mm et une épaisseur qui est supérieure à 3 mm. Et on a une hypervascularisation de la paroi appendiculaire et on trouve une douleur au passage à la sonde. C'est-à-dire lorsqu'on met la sonde au niveau de la fosse iliaque droite, le patient a la douleur. Et parfois, on a la présence d'un liquide intraluminal ou bien la présence d'un cercolite appendiculaire. Voilà, donc c'est ça les critères échographiques d'appendicite aiguë non perforée. Et pour le scanner, c'est l'examen le plus performant avec une valeur prédictive négative de presque 100%. Alors pour les signes habituels sont un épaississement de la paroi appendiculaire, un élargissement du diamètre appendiculaire et une infiltration de la graisse abdominale au niveau de la fosse iliaque droite. Et maintenant, on va voir les formes cliniques. Et on va commencer par l'appendicite aiguë du nourrisson et du nouveau-né. En général, c'est une affection qui est rare mais grave. Et les patients sont presque toujours opérés au stade de péritonite. Sa gravité provient de la symptomatologie trompeur et aussi l'anamnèse et l'examen clinique sont souvent difficiles. Pour la deuxième forme clinique, on a les formes graves d'emblée. Et on a l'appendicite toxique ou bien ce qu'on appelle également la toxémie appendiculaire. C'est une forme qui est propre à l'enfant. Et le début de la symptomatologie se fait essentiellement par des vomissements qui sont abondants. Dans ce cas-là, le premier symptôme, ou bien le symptôme le plus marqué, ce n'est pas une douleur abdominale vive, mais on a des vomissements qui sont abondants. Parfois, on peut trouver une température qui est élevée et aussi un pouls qui est faible, filant et accéléré. En général, comme j'ai déjà dit, l'examen abdominal est presque négatif et à peine on trouve une sensibilité au niveau du point de McBurney. Et aussi, on a la péritonite diffuse d'emblée, c'est-à-dire le début de la symptomatologie commence par une douleur abdominale au niveau de la fosse iliaque droite qui est très très intense, extrême. Et cette douleur-là est continue et aussi exagérée par la respiration, les mouvements ou bien par la toux. Et voilà, donc c'est pour cela qu'on a dit que c'est une péritonite diffuse d'emblée. Pour la troisième forme clinique, on a les formes évolutives, c'est-à-dire les complications de l'appendicite aiguë non traitée. Et on a le plastron appendiculaire, l'abcès appendiculaire et aussi la péritonite généralisée qui est secondaire. Et voilà, donc ce sont les formes cliniques. Maintenant, on va voir les formes topographiques. Et voilà, maintenant, on va voir les formes topographiques. En fonction de la localisation de l'appendice, les symptômes peuvent varier. C'est-à-dire, si on a une appendicite pelvienne, on aura une douleur hypogastrique, peut-être associée à des signes urinaires, notamment pollacurie, dysurie, ou bien des signes rectaux. Et si on a une appendicite rétro-sécale, on va avoir surtout une douleur lombaire et la majoration de la douleur à l'extension de la cuisse droite. Et si on a une appendicite hépatique, on va voir des symptômes qui sont similaires à la cholécystite aiguë. Et en cas d'appendicite mésocéliaque, on va avoir un tableau d'occlusion fébrile. Et voilà, donc c'est en fonction de la localisation de l'appendice que les symptômes varient. Et maintenant, on va voir le diagnostic différentiel de l'appendicite. En général, on a des affections chirurgicales et des affections médicales. On va commencer par les affections chirurgicales. La tuberculose entéro-péritoniale qui peut simuler en tout point l'appendicite. Le diverticule de Meckel et aussi on a les tumeurs abdominales. Par exemple, un néphroblastome qui est rompu au niveau de l'abdomen, ça va donner un tableau de péritonite. Et on a la torsion du testicule droit, surtout en cas de cryptorchidie, d'où l'intérêt de la palpation des bourses, systématiquement chez l'enfant de sexe masculin. Alors aussi, on a la pathologie annexielle chez la jeune fille. Il faut éliminer surtout la torsion de
l'ovaire. Et pour les affections médicales, on a l'infection urinaire et les uropathies, on a les maladies infectieuses comme la rougeole et la scarlatine, où on a les manifestations abdominales précèdent l'éruption cutanée. Aussi, on a purpura rhumatoïde ou bien les poussées aiguës de colite. Et voilà, en général, ces diagnostics-là, ce sont les principaux diagnostics différentiels à évoquer devant une appendicite. Et voilà, maintenant on est arrivé à la dernière partie du cours qui est le traitement. En général, le traitement de l'appendicite, c'est un traitement chirurgical, c'est l'appendicectomie. Mais on commence toujours par un traitement médical, c'est-à-dire on va mettre le patient à jeun pendant minimum une période de 6 heures pour éviter le risque d'inhalation en péropératoire. Et bien sûr, avec la prescription d'un antalgique et d'un antibiotique en IV. Après, c'est l'intervention chirurgicale. En général, soit par voie laparotomique ou bien par voie laparoscopique. La voie laparoscopique, c'est par l'utilisation d'un cilioscope électrocar. Et pour l'autre voie, c'est la voie laparotomique. C'est la technique de référence qu'on utilise, c'est l'ouverture au niveau du point de McBurney. Voilà, donc le patient, il est en bloc opératoire sous anesthésie générale, en décubitus dorsal. La première chose à faire, donc, c'est l'incision au niveau du point de McBurney, qui est l'union entre le tiers externe du tiers interne de la ligne qui se situe entre l'épine iliaque antéro-supérieure droite et l'ombilique. Voilà, donc lorsqu'on fait cette incision, on va faire une ouverture plan par plan. Et après, on va arriver au niveau du cécum et on va chercher l'appendice. Alors, dans ce cas-là, donc, je vous décris l'appendicite dans le cas normal, c'est-à-dire au niveau de la fosse iliaque droite. Voilà, donc lorsqu'on va arriver au niveau du cécum, on va chercher l'appendice. Après, on va desséquer l'appendice. Et voilà, donc lorsqu'on va faire sortir la pièce, on va la mettre dans une boîte pour qu'elle doit être examiné, donc c'est-à-dire un examen microscopique, un examen d'anapathe. Et après, on va chercher s'il y a un épanchement au niveau de la fosse iliaque droite, au niveau du cul de sac de Douglas, au niveau de la gouttière pariétocolique. Et après, si on a trouvé un épanchement, on va mettre un drain, soit un drain de Jackson ou bien un drain de Rodin. Et on va faire une fermeture plan par plan, donc jusqu'à l'arrivée à la peau. Et voilà, donc comme ça, on a terminé l'intervention chirurgicale. Il nous reste les suites opératoires. Alors, il est très important de surveiller le patient. Il faut surveiller la température et aussi l'état de la plaie. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est infectée? En général, on change le pansement un jour sur 2. Et l'ablation du fil se fait en général après 14 jours, c'est-à-dire à G14 du post-op. Voilà, donc le patient sera sortant sous traitement antalgique et sous antibiothérapie. Et l'antibiothérapie donc est différente en fonction de l'état de l'appendicite. Est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il est compliqué, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une péritonite localisée ou bien généralisée. Et voilà, donc en général, c'est ça le traitement de l'appendicite. Maintenant, on va voir le cas clinique. Alors maintenant, on va commencer notre cas clinique. Je suis aux urgences et je reçois un patient de sexe masculin âgé de 10 ans, admis pour la prise en charge d'une douleur abdominale aiguë. Lorsque j'ai fait l'interrogatoire, je trouve que l'histoire de la maladie remonte à un jour avant son admission, par l'installation d'une douleur abdominale aiguë au niveau de la fosse iliaque droite. Cette douleur est associée à des vomissements alimentaires à raison de 2 épisodes, et le tout évoluant dans un contexte de fièvre qui est chiffré à 38,5. Et pas d'autres signes associés, notamment pas de troubles de transit et pas de troubles urinaires. Ce qui a motivé la famille à consulter aux urgences pour la prise en charge adaptée. L'examen général trouve un patient conscient, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire et fébrile à 38,5. Alors, lorsque j'ai fait l'examen abdominal, j'ai trouvé une sensibilité au niveau de la fosse iliaque droite et une défense. Et le reste de l'abdomen est souple. Et pas de signes... pas d'hépatosplénomégalie, pas de masse palpable, et le reste de l'examen est sans particularité. Alors, lorsque je reçois un patient dans ce tableau clinique-là, le premier diagnostic à évoquer et à penser, c'est l'appendicite aiguë. Alors, le premier réflexe, c'est de dire à la famille, il faut garder l'enfant à jeun, car fort probablement va être opéré. Et je dois demander les examens complémentaires. Je commence par la biologie, l'NFS et la CRP.
Et aussi, je demande une échographie abdominopelvienne en urgence. Alors, et j'attends les résultats. Donc, lorsque je reçois les résultats, je cherche dans l'NFS une hyperleucocytose, c'est-à-dire une élévation des globules blancs, en général à prédominance PNN, et aussi une élévation de la CRP. Lorsque j'ai une symptomatologie clinique évocatrice avec la biologie évocatrice, alors fort probablement donc c'est une appendicite. Mais lorsque les signes biologiques, c'est-à-dire NFS normal, CRP normal, donc ça, dans ce cas-là, il faut penser à un autre diagnostic que l'appendicite. Et bien sûr, on va compléter par l'échographie abdominopelvienne qui va confirmer notre diagnostic et en cas d'appendicite, va être en faveur bien sûr d'une appendicite soit simple, soit une péritonite qui est localisée ou bien généralisée. Donc c'est en fonction de l'état du patient. Et maintenant, je vous laisse avec les résultats de l'NFS, la CRP et l'échographie chez notre patient. Et voilà, on va commencer par l'NFS. On voit qu'on a une hyperleucocytose. Les globules blancs sont élevés à 14 420. À prédominance PNN, 10 760. Et la CRP est élevée à 28,21. Et cette image montre le compte-rendu de l'échographie, alors qui est en faveur d'une appendicite aiguë simple. On a l'individualisation au niveau de la fosse iliaque droite d'une structure qui est bornie, apéristaltique, incompressible, sur l'effet de la sonde, rappelant l'appendice, mesurant 7,5 mm de diamètre maximal et s'y associe infiltration de la graisse au niveau de la fosse iliaque droite, des adénomégalies et des ganglions à petit axe infracentrimétrique. Et voilà, donc l'échographie est aussi en faveur d'une appendicite aiguë. Donc le diagnostic de l'appendicite aiguë est déjà confirmé et le traitement va être un traitement chirurgical comme j'ai déjà vous expliqué. Alors maintenant, on va essayer d'écrire l'observation médicale selon les données qu'on a dans le cas clinique. Alors on va suivre le plan suivant. On va commencer par l'identité du patient. Après, le motif d'hospitalisation. MDH, c'est motif d'hospitalisation. Les antécédents. Et on a les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Après, l'histoire de la maladie. HDM, c'est histoire de la maladie. Après, l'examen clinique. Et la conduite à tenir. CAT, c'est conduite à tenir. La conclusion clinique et après le compte-rendu opératoire, donc c'est le CRO. Donc on va commencer par l'identité du patient. Par exemple, il s'agit de l'enfant Mohamed, âgé de 10 ans, admis pour originaire et habitant à Oujda et ramidiste. Après le motif d'hospitalisation. Pour notre patient, le motif d'hospitalisation c'est une douleur abdominale aiguë. Après les antécédents, notre patient a un seul antécédent, opéré à l'âge de 5 ans pour ectopie testiculaire gauche. Maintenant, l'histoire de la maladie. Alors, l'histoire de la maladie remonte à un jour avant son admission par l'installation d'une douleur abdominale aiguë au niveau de la fosse iliaque droite, associée à des vomissements alimentaires à raison de 2 épisodes. Le tout évoluant dans un contexte de fièvre qui est chiffré à 38. Et sans autres signes associés, notamment pas de troubles de transit et pas de signes urinaires. Ce qui a motivé la famille à consulter aux urgences pour la prise en charge adaptée. Après, on va faire un examen clinique. On commence toujours par un examen général. Et on trouve un patient conscient, stable sur les deux plans hémodynamique et respiratoire et fébrile à 38,5. Après l'examen général, on va faire un examen abdominal. L'examen abdominal trouve une sensibilité et une défense au niveau de la fosse iliaque droite. Le reste de l'abdomen est souple, pas d'hépatosplénomégalie, pas de masse palpable. Et voilà, donc les orifices herniaires sont libres. Et le reste de l'examen est sans particularité. Pour la conduite à tenir, était d'hospitaliser la patiente, de réaliser un bilan biologique et on va mettre la valeur des globules blancs, la CRP et voilà, donc et après l'échographie abdominale qui était en faveur d'une appendicite aiguë. Après, la conclusion clinique. On dit il s'agit d'un enfant âgé de 10 ans, opéré à l'âge de 5 ans pour une ectopie testiculaire gauche, admis pour la prise en charge d'un syndrome appendiculaire qui est fait d'une douleur abdominale aiguë au niveau de la fosse iliaque droite associée à des vomissements alimentaires à raison de 2 épisodes dans un contexte fébrile. La conduite à tenir était d'hospitaliser le malade, donc de réaliser un bilan biologique complet et une échographie qui était en faveur d'une appendicite aiguë simple. Alors après, donc c'est le compte rendu opératoire. Le compte rendu opératoire, on l'écrit après l'intervention chirurgicale. Et voilà, je vous présente un type du compte rendu opératoire. En général, on écrit en haut
le type de l'intervention chirurgicale, qui est dans ce cas-là une appendicectomie, avec la date de réalisation de cette intervention, par exemple le 14 novembre 2020. Après, on écrit les noms des médecins qui ont assisté à cette opération. Et voilà, donc après, on va essayer de décrire ce qui a été passé au bloc opératoire. Patient sous anesthésie générale, en décubitus dorsal, badésionnage champage, incision à partir du point de McBurney. Après, on va réaliser une ouverture plan par plan. Donc, OPP, c'est ouverture plan par plan. Après, on va dire ce qu'on a trouvé à l'exploration. Par exemple, chez notre patient, on a trouvé une appendice latérocécale, hyperémique et augmentée de taille dans sa partie distale. Et après, on va faire la vérification du cul-de-sac de Douglas, CSD, donc c'est le cul-de-sac de Douglas, et de la gouttière pariétocolique. GPC, c'est la gouttière pariétocolique, et on n'a pas trouvé un épanchement. Et après, on a réalisé une appendicectomie. Après, fermeture plan par plan, FPP, c'est fermeture plan par plan, et après, on a mis un pansement stérile. Bien sûr, donc ça c'est différent en fonction de l'intervention chirurgicale. Si on a mis un drain de Jackson ou bien Drodon, on l'ajoute. Voilà, donc chaque intervention a son compte rendu opératoire. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.